Tout pour investir, le coffre-fort. Ce truc, c'est Grégoire de Toury, Maison Agut. Bonjour. Bonjour Antoine. Merci infiniment d'être avec nous. Je le disais en début d'émission, vous êtes un peu notre historien. Hein. En fait, vous dénichez des objets sur le marché de l'art qui sont vraiment des objets de niche, très pointus, qui passionnent les collectionneurs vraiment acharnés en termes d'originalité. On ouvre un petit peu avec vous le cabinet de curiosité parce qu'on a à vous présenter une matière, un type d'objet d'art qui est rarissime, qui a souvent des valeurs considérables. C'est pas de l'or, c'est pas un métal précieux, c'est un travail artisanal et ça s'appelle l'émail. On va parler des émaux. Et les émaux les plus célèbres, ils étaient fabriqués, ils doivent toujours l'être d'une certaine manière du côté de Limoges. Absolument. Et ce sont des objets fabuleux. Parlez-nous-en. Absolument, merci Antoine de me permettre de parler plaisir. de ces objets merveilleux. La dernière fois, j'étais venu d'ailleurs, et peut-être vous en souvenez-vous, avec un objet de Limoges. Mais tout à fait, ouais. Une crosse. C'était la crosse. Qui était en émail donc champ levé. On va parler technique brièvement et surtout simplement, parce qu'on ne va pas s'encombrer l'esprit avec des banalités. Mais cet objet que je vous avais présenté, je vous l'avais présenté notamment parce qu'on avait retrouvé toute son histoire. Oui. Et donc nous l'avions vendu la dernière fois avec une estimation qui avait commencé à 40 000 et finalement l'adjudication s'est portée à 70 000 euros. Tout ça pour vous dire que le travail de recherche de provenance est important et sanctionne positivement, j'allais dire, les objets dans un contexte de vente publique. Dans cette même vente, mon cher Antoine, nous avions un autre objet limousin qui est cet objet extrêmement intrigant, qui est en fait, vous le voyez, assez composite, j'allais dire, parce que... Alors c'est une porte de coffre. Et ça ressemble, mais vous avez tout compris. Il y a une entrée de serrure, effectivement, il y a des gonds, donc c'est une porte de coffre et un coffre avec un Christ dessus. C'est évidemment le coffre ultime, j'allais dire, celui qui a vocation à contenir la présence de Dieu lui-même sur les autels dans la chrétienté, c'est-à-dire le tabernacle. Ouais. Et en fait, le tabernacle n'existe pas à l'époque de cet objet central. Il y a donc une petite question qui se pose légitimement. C'était la porte de quoi? Et en fait, c'est pas une porte à l'origine. Figurez-vous. À l'origine, c'est un plat de reliure, c'est-à-dire qu'il est posé sur un livre, le plus important des livres, c'est-à-dire l'Évangile, et en fait, cet objet-là a survécu. Ce qui est très beau, pour parler un peu d'émaillerie limousine, c'est que l'œuvre de Limoges, qui porte un nom qui est attesté dans les écrits les plus anciens, l'Opus Limovicense, en 1170, on parle de ça en latin, littéralement, l'œuvre de Limoges. 1170 rassemble une série d'objets qui ont été faits d'abord pour la liturgie, mais aussi pour les profanes. Et aujourd'hui, on a une surabondance d'objets liturgiques. On avait cette crosse la dernière fois. On a ce plat de reliure qui a été transformé en porte de tabernacle ici. Et on a aussi des pyxides et toutes sortes de petits objets qui ont vocation à, en fait, j'allais dire, servir par le beau, par la beauté, la chose la plus ultime de toute la chrétienté occidentale, c'est-à-dire la liturgie. C'est ça. Et en fait, ces objets-là ont subsisté dans la catholicité parce que précisément, on garde les objets dans la liturgie. On les remise, on les range et on les réemploie. Vous le voyez ici, un plat de reliure a été transformé en porte de tabernacle. Ça m'évoque le fait que les premières églises ont été bâties avec des pierres d'anciens temples. Exactement. Voilà, on était adeptes de la récup pour fabriquer des objets d'art. C'est fabuleux. Tout à fait. Ouais. Et en fait, il y a à Limoges quelque chose d'assez fascinant, c'est que l'objet, paradoxalement, et tout aussi beau et sublime soit-il, est un objet relativement j'allais dire, plus accessible que les objets d'or ou d'argent. Vous avez parlé d'or juste avant mon arrivée. L'or, évidemment, est tellement vénal et tellement, j'allais dire, liquide en soi sur le plan de sa valeur objective. En toute situation de crise, vous vous réfugiez dans l'or. On en a parlé encore à l'instant. Et donc, les objets d'or, qui étaient faits de la matière la plus précieuse qui fut, évidemment, furent fondus. Oui, là aussi, il y a eu de la récup. Et il n'y en a plus. En fait, il n'y en a plus. Paradoxalement, ce sont donc les objets les plus ordinaires, toute proportion gardée, parce que vous voyez la splendeur de cet ordinaire, qui, eux, ont été maintenus. Aussi, n'a-t-on plus désormais que des crosses d'évêques en émail de Limoges, et non plus, ou quasiment plus, en or. Aussi, n'a-t-on plus de calices en or ou en argent, pourtant ils existaient, mais une multitude de calices émaillés. Aussi, n'a-t-on plus de petites boîtes qui contiennent la présence réelle qu'on appelle des pyxides en or ou en argent, mais en a-t-on d'innombrables en émail de Limoges, en fait. Vous voyez, donc ces objets-là, qui sont des objets médiévaux, parce que l'œuvre de Limoges, son triomphe, il se fait entre le XIIe et le XIIIe siècle. À peu près. C'est vraiment l'œuvre
de Limoges la plus, j'allais dire, spectaculaire. Elle rayonne à échelle européenne. On a des dispositions conciliaires, c'est-à-dire que l'Église catholique, qui règne en maîtresse dans tout l'Occident, prend des dispositions pour statuer légalement, ce qu'on appelle des dispositions canoniques, qui sont prises dans des conciles, donc des réunions d'assemblées d'évêques. Et le pape Innocent III, par exemple, en 1215, lors du concile de Latran IV, prend des dispositions sur les vases sacrés et dit, bien, écoutez, maintenant il est important que la présence du Christ soit conservée dans des boîtes dédiées, et elles peuvent être, et ça c'est un synode en réalité qui statuera un peu plus tard là-dessus, en œuvre de Limoges. Et donc toute la chrétienté et l'œuvre de Limoges, donc ces émaux-là, vont être répandus, notamment parce que Limoges est placé sur un point stratégique, c'est les chemins de Compostelle, on est aussi au cœur, ou presque, du pays aquitain, donc le pays d'Aliénor d'Aquitaine, par son mariage Plantagenet. Évidemment, on a un rayonnement dans une Europe qu'on connaît, on a tous cette histoire d'Henri Plantagenet. D'ailleurs, ils sont enterrés à Fontevraud, vous savez, vous avez Henri Plantagenet et Aliénor d'Aquitaine qui ont leur sépulture en France aujourd'hui, ironie du sort. Et cette œuvre de Limoges-là, donc, rayonne aujourd'hui avec des objets qui sont relativement innombrables, mais qui ne sont pas tous aussi spectaculaires en qualité. Ici, vous avez des émaux, donc c'est-à-dire ces couleurs. Est-ce qu'on peut rappeler d'un mot de comment l'émail artistique, tel que celui-là, est fabriqué? Absolument, absolument. Parlons-en. C'est une plaque de cuivre qui est, j'allais dire, la structure fondamentale de tous les objets d'émaillerie limousin. D'accord. Une plaque de cuivre, ironie du sort, le cuivre est importé, on n'a pas de cuivre à Limoges. Bah non. Et cette plaque de cuivre, donc, va être, j'allais dire, gravée, on va retirer de la matière, j'espère que vous arrivez à bien le voir à l'écran, à certains endroits pour créer ce qu'on appelle un champ levé, donc on retire de la matière et qui donc crée une petite cuvette à l'intérieur de laquelle on va placer du verre pilé, pour parler très simplement. C'est du verre pilé. Du verre pilé qu'on va mêler à des oxydes métalliques pour créer des coloris. Et ce verre pilé va donc être déposé, tout ceci est en fait bien à plat naturellement pour que ça ne tombe pas, dans ces petits champs levés. Et ensuite, on va avoir des cuissons. Je dis des cuissons parce que les coloris ne réagissent pas tous de la même manière. Bien sûr, et que certains coloris qui ont, j'allais dire, une température de cuisson plus basse que l'autre, vont devoir être faits préalablement aux autres. Donc, par exemple, vous mettez du cobalt avec du verre pilé, vous avez du bleu. Vous mettez du cuivre avec du verre pilé, vous avez du vert. Vous mettez du cuivre un tout petit peu plus concentré, vous avez du rouge. Donc, je vous laisse imaginer la prouesse technique pour arriver, avec des cuissons successives, à avoir tous ces coloris, y compris ceux qui ne sont pas séparés comme ces petits points. Par une petite digue de métal. Exact. Oui, parce qu'on inclut. Alors, c'est comme les vitraux, hein, on inclut une séparation métallique dans Exactement. Mais ce qui est très étonnant, c'est que le processus de fabrication que vous venez de décrire est quand même archi complexe. Et enfin, inconsciemment, on se dit ça doit être archi fragile. L'état de conservation est quand même incroyable. Alors, est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que l'émail est quelque chose de beaucoup plus durable qu'on ne croit? Non, c'est exceptionnel. L'émail est assez solide. Enfin, je veux dire, non. On rend solide l'émail, précisément, vous voyez ces petites ocelles, c'est le terme technique là, qui ressemble à des yeux, vous voyez. Ces ocelles innombrables, qui ont vocation décorative, ont aussi une vocation à garder l'état de cet émail. Parce que vous imaginez une plaque bleue comme ça, sans un petit renfort métallique au centre. Ah, ça sert de renfort. Et d'une insigne fragilité. Donc en réalité, on compose l'objet intelligemment et on comprend que plus on va avoir de petits, j'allais dire, remparts métalliques au sein des grands méplats de couleurs, plus l'objet va être solidement conservé. Néanmoins, vous avez raison, l'émail reste fragile et l'insigne état de conservation de la plaque que vous avez sous les yeux a considérablement contribué à son succès puisque cet objet a été vendu. Nous l'avons vendu lors de la vente du mois de juillet dernier, donc c'est tout frais. Et les enchères ont commencé à 40 000 € et le prix de marteau, le marteau a sanctionné les enchères à 100 000 €. Ah oui, là, d'accord. C'est un vrai succès. Pour un objet important, en qualité, la chromatique, les couleurs sont particulièrement bien conservées et particulièrement exceptionnelles. Et vous voyez, on aurait pu souffrir de ce trou de serrure qui a été fait finalement dans une plaque de reliure. Mais en réalité, les participants de l'histoire de cet objet, puisqu'on a transformé cette plaque de reliure en porte de tabernacle, et surtout qu'il a contribué à sa bonne conservation. Parce qu'en réalité, le fait qu'on lui trouve un usage nouveau a permis qu'il ne s'abîme pas. Exactement.
tout simplement. Paradoxalement, le fait de l'utiliser et d'en faire quelque chose qui prend place dans un objet vivant a fait que on en a pris soin naturellement. Ça arrive souvent des objets en émaux comme ça de telle qualité dans les ventes aux enchères? C'est assez rare. Il y a un tout petit marché pour ces pièces-là qui sont très importantes. Il y a de nombreux collectionneurs pour ces pièces-ci et donc il y a une dynamique d'enchères. Le plus important pour des objets de cette qualité, de cette importance, est bien de signifier la qualité, signifier l'importance et surtout voir le degré de restauration. Parce que nous avons eu l'occasion, vous m'avez, et merci Antoine, donné l'occasion de parler de l'importance des degrés de restauration sur les objets, notamment médiévaux. C'est quelque chose qui doit être apprécié à la lumière d'une expertise. Bien sûr. Par ailleurs, l'histoire, la provenance d'un objet vient asseoir son inscription dans le temps, vient prouver qu'il n'a pas été inventé avant-hier, avec des moyens techniques parfaits, j'allais dire, et des manœuvres perfides qui auraient vocation à tromper, n'est-ce pas? Oui, il y a, là où il y a du beau et là où il y a des enjeux d'argent, il y a des faussaires, bien entendu. Donc c'est aussi quelque chose difficile quand même d'égaler une telle qualité. Oui, vous avez raison, mais surtout cette plaque est attestée dans le temps, c'est-à-dire qu'on a fait un travail de recherche formidable et qu'on la retrouve, alors que cette plaque nous a été confiée par une dame qui était convaincue que l'objet était depuis toujours dans sa famille. Provenance soupçonnait-elle peut-être, selon une légende familiale, de l'abbaye de Ligugé. En fait, cet objet avait été acquis par son propre grand-père dans une vente relativement récente des années 60 que nous avons retrouvée. Et nous retrouvons encore et encore en remontant le temps d'autres collections, d'autres ventes, d'autres provenances. C'est le cœur de notre métier qui contribue à la valorisation de ces objets. Absolument passionnant cette histoire. Merci infiniment à Grégoire de Toury de la Maison Agut de venir nous raconter tous ces objets absolument fascinants qui nous font voyager dans le temps.